Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire présenté par la Société de québécoise de phytotechnologie qui va porter sur la gestion de l'eau par l'espace résilient. Je m'appelle Alexandrine, je suis chargé de projet chez EXP, une firme d'ingénierie multidisciplinaire en structure, infrastructure, électricité, toutes les disciplines. Je suis là pour vous présenter la gestion de l'eau par l'espace résilient parce que c'est des projets sur lesquels j'aime travailler. On travaille avec des architectes du paysage, on travaille en collaboration pour faire des projets à valeur ajoutée. On a tous les partenaires donneurs d'ouvrages qui sont de plus en plus ouverts sur ce type de gestion de l'eau-là, comme le MTQ peut en faire dans des bretelles d'autoroute. Les promoteurs privés en veulent sur leurs projets pour valoriser les espaces verts, puis les donneurs d'ouvrages publics là, comme les villes ont même des réglementations qui favorisent l'implantation de ces genres d'infrastructures-là. Donc, à la fin de la présentation, ce que vous allez être en mesure de démystifier, c'est qu'est-ce que c'est une gestion de l'eau par l'espace résilient, en quoi ça consiste, puis quelles sont les différences entre les divers espaces que vous avez pu voir à travers des projets ou à travers les espaces de ville que vous avez pu remarquer que la gestion de l'eau était présente là, de cette façon. Donc, si on dit gestion de l'eau par l'espace résilient, donc qu'est-ce que la résilience? La résilience urbaine, c'est la capacité des personnes, des communautés, des institutions, des entreprises et systèmes au sein d'une ville à résister, s'adapter et développer, quel que soit le type de stress chronique et des chocs aigus qu'ils subissent. C'est une citation de la stratégie montréalaise pour une ville résiliente en juin 2018. Donc, si on parle de résilience, quel est le stress dans le cas qui nous concerne? Si on parle de gestion de l'eau, on voit actuellement des pluies qui peuvent créer un stress sur les villes, puis qu'elles sont portées à augmenter. Donc, si on a une intensité de pluie et des sécheresses qui vont augmenter à travers les changements climatiques, une pluie intense va mener à une congestion du réseau d'égouts et des ruisseaux récepteurs qui ont une capacité limitée. Le ruissellement va s'accumuler dans les endroits les plus vulnérables, les points bas, des entrées de garage ou des sous-sols de maisons, des contrebas de quartiers, tout entiers qui sont à une élévation plus basse. Les dommages peuvent être coûteux, puis les ruisseaux, eux, peuvent subir de l'érosion, recevoir des polluants non désirés, puis tout ça, que ce soit rejeté dans l'environnement. Donc, dans le cas inverse d'une période de sécheresse, le sol qui s'assèche va avoir une capacité d'infiltration plus diminuée. Il va moins capter l'eau, il va avoir un ruissellement plus intense, augmentant tout ce ruissellement d'eau-là. Donc, on a besoin que les espaces verts dans une ville dense puissent accaparer l'eau un peu pour la recharge de la nappe phréatique ou pour les arbres et plantations de la ville comme telle pour qu'ils puissent développer leur verdure puis leur capacité à lutter contre les îlots de chaleur. Donc, c'était pour le stress qui crée le besoin de résilience. Puis, si on fait un survol de comment fonctionnent les réseaux d'égouts, puis comment l'évolution de la pensée s'est faite dans le temps, on a, je vais prendre mon pointeur, on a un réseau typique qui serait un réseau séparé. Le réseau séparé, il va capter les eaux pluviales à travers une méthode traditionnelle de puisard à chaque 60 mètres qui combine ça dans un égout pluvial pour un rejet vers le milieu récepteur, ruisseau, lac ou fleuve Saint-Laurent. Ça, c'est pour les réseaux qui vont être un peu plus modernes, mais qui vont, dans le fond, c'est pour des villes qui se sont bâties relativement récemment. Puis les villes un peu plus vieilles, comme Montréal, vont avoir un réseau d'égouts combiné, c'est-à-dire que les eaux de toilette et les eaux pluviales vont être combinées ensemble dans un seul égout. À ce moment-là, l'égout il est conçu de façon que si c'est un temps sec, donc les eaux de toilette vont passer vers l'usine d'épuration à travers leur chemin sans débordement techniquement. Puis s'il y a une pluie, il y a un trop-plein, c'est-à-dire l'eau
l'eau d'égout combinée va passer un seuil, va s'accumuler trop en charge, puis va déborder en partie vers le fleuve Saint-Laurent dans le cas de Montréal. Donc ça crée des polluants pour la faune qu'on essaie d'éviter. Puis donc à partir de ce moment-là, si on refait les étapes qui se sont produites au Québec, on avait des municipalités qui ont établi des réglementations pour retenir l'eau pour protéger la capacité des milieux récepteurs, des ruisseaux. Ensuite, on a le ministère de l'Environnement qui a publié un guide de gestion des eaux pluviales pour amener euh, le traitement qualitatif des eaux pluviales, une valeur ajoutée avant le rejet aux milieux sensibles là, quand c'est des lacs ou des portions du fleuve Saint-Laurent qui peuvent avoir des frayères, des choses comme ça. Puis, à travers ça, le guide de gestion des eaux pluviales propose des aménagements différents comme de la biorétention qui va favoriser des espaces verts, de l'infiltration et puis pour lutter contre les débordements quand on a un réseau combiné, les villes ont eu affaire pour le ministère de l'Environnement à des plans de gestion de débordement. Donc, ils devaient dire de quelle façon ils vont diminuer leur débordement. Puis, à travers ça, une ville comme Montréal a décidé de demander à tous les nouveaux projets de faire une captation permanente des premiers millimètres d'une pluie, c'est-à-dire qu'ils doivent éviter de la rejeter au réseau d'égout. Puis pour ce faire, des méthodes d'infiltration, d'évapotranspiration sont les meilleures solutions. Donc, c'était un survol pour comprendre la gestion de l'eau par étapes. Puis, on s'en va sur, une fois qu'on a dit qu'on doit faire la gestion de l'eau et tout, les espaces qu'on a en ville peuvent être restreints. Donc, la gestion de l'eau par l'espace résilient, c'est on veut rendre nos espaces multi-usages. Au lieu de prendre un espace dédié, souterrain ou hors sol à ciel ouvert, qui n'est pas accessible au public, puis qui a capté un espace pour des aspects techniques seulement, on veut prendre les mêmes budgets pour donner l'espace aux citoyens, puis offrir des espaces de parc, des terrains multisports. En ce faisant, ce qu'on fait, c'est qu'on rend l'attraction à l'eau à tous les citoyens. Ils peuvent voir comment que les écoulements se font, ils peuvent voir la réaction des réseaux, comment ils se comportent, puis il y a un certain engouement là, qui peut se produire. Tout ça, cette évolution de pensée-là, c'est faite à travers, entre autres, la Commission permanente sur l'eau, l'environnement et le développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal qui ont recommandé d'y aller avec un type d'aménagement Water Square qui répond à une utilisation mixte entre la gestion technique des eaux et les données à par temps sec cet espace-là aux citoyens pour qu'ils puissent profiter de verdure ou de terrains multisports ou tout autre aménagement disponible pour eux. Donc, cette commission-là s'est inspirée, entre autres, du premier Water Square qui s'est fait aux Pays-Bas, à Rotterdam, qui s'appelle le Water Square Bentemplen. Ce Water Square-là retient 1700 mètres cubes de rétention sur la place publique. On voit sur la photo un terrain multisport en contrebas d'estrade. Puis, à Rotterdam, ils n'ont pas eu le choix de réfléchir des choses de cette manière-là parce que leur territoire est situé sous le niveau de la mer, puis il est vulnérable aux fluctuations du niveau de la mer. Donc, des espaces de rétention étaient nécessaires. Dans une ville densifiée, il y a toujours un manque d'espace. Donc, est venu ce projet-là qui a été en, qui a été ouvert en 2013. Puis, donc 1700 mètres cubes qui sont retenus, qui drainent les eaux des toitures à des projets adjacents, des surfaces adjacentes au projet. Il y a une partie d'infiltration. Puis cet espace-là, dans le fond, à chaque temps sec, il est amplement disponible pour les usagers. Puis, dépendamment de l'intensité de pluie, il peut avoir quelques centimètres d'eau, voire une grande accumulation d'eau jusqu'à 600 mm et un peu plus. À travers les projets que j'ai faits avec EXP,
Moi j'ai déterminé quelques points pour vous aider à déterminer qu'est-ce qu'un espace résilient, où les implanter si vous avez des projets, puis comment amener vos commentaires dans une discussion avec les donneurs d'ouvrage pour voir si votre projet ou les projets que vous visitez dans les villes quelles caractéristiques ont comme avantage ou pas par rapport à la gestion de l'eau de l'espace résilient. Donc, si on dit qu'on est dans un espace à forte imperméabilité, donc on a un grand volume d'eau qui peut être à gérer, donc l'espace résilient devient intéressant parce qu'on va avoir de l'eau à gérer. À l'inverse d'un milieu très peu imperméabilisé, la gestion de l'eau pourrait être moins nécessaire. Puis là, j'ai quelques points à vous donner comme ça, mais la réponse à un seul point peut nous inciter à dire que c'est une belle occasion de développer un espace résilient. C'est pas à tout cocher là, comme condition. Donc, une densité urbaine pour la nécessité de maximiser l'espace. Donc, si on est dans une ville, exemple comme Montréal, ben, on veut maximiser l'espace aux citoyens qui sont disponibles pour de la marche, des activités sportives, de la détente, etc. À l'inverse, si on est dans une ville peu dense où il n'y a pas nécessairement le besoin d'un espace public à cet emplacement-là, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais moi, je trouve qu'un espace densément urbain, ben, c'est un intérêt à maximiser les espaces. Un lieu stratégique pour la fréquentation, comme on va parler plus tard de la place Fleur de Macadam. Donc, on a un espace où les gens ont tendance à passer naturellement, ont besoin d'une halte de répit durant la marche ou une halte de détente, un endroit où prendre un moment là, d'intérêt. Donc, ça va valoriser l'intérêt des gens par rapport à l'investissement qu'il y a eu. Ensuite, un lieu naturellement situé en point bas, ça va aider au niveau technique pour la gestion des eaux pluviales. Ça va être moins difficile, faire en sorte que les eaux de ruissellement à proximité soient dirigées naturellement vers le point bas. Ce n'est pas nécessairement une condition essentielle. On peut travailler les terrains et tout, mais si on a un site qui est naturellement en point bas, bien, ça peut être intéressant. Puis, si on a un site qui a un sol relativement perméable, ça va être intéressant pour essayer de travailler l'infiltration de l'eau, de ne pas la rejeter du tout au milieu d'égout. Puis, si on a des surcharges au réseau pluvial ou qu'on a tout simplement un réseau d'égouts combiné, bien, c'est là que forcément, on va avoir une problématique. Puis, tout volume qui va être géré dans le parc ou infiltré dans le parc ou la place, bien, c'est un volume qui est de moins à l'égout. Puis, c'est ce volume-là qui ne crée moins de débordements, moins de polluants qui sont envoyés vers le fleuve dans le cas de Montréal. Ou tout simplement une condition tout allée, un emplacement où il y a des travaux de construction planifiés. Donc, si il y a juste des travaux de construction, on peut se demander, bon, ben, notre gestion de l'eau, est-ce que ça vaut la peine? On fait des travaux, là, donc on est là, puis on va faire des travaux. Est-ce que ça vaut la peine de faire une gestion de l'eau dans notre espace, là, même si la réglementation ne l'exigeait pas de base? On va faire la présentation de quelques projets de gestion de l'eau par l'espace résilient. On va avoir l'espace Fleur de Macadam, qu'on a fait la conception chez XP pour les plans et devis. Puis c'est un concept de NIP paysage en architecte du paysage. Puis par la suite, on va regarder le site Outremont qui va nous donner d'autres exemples de sites de gestion de l'eau avec l'espace résilient. Puis ils ont toutes leurs différences. Puis on va mettre les différences à jour, avantages, inconvénients, ou tout simplement juste voir pour que tout le monde puisse voir c'est quoi les différences, parce que sinon c'est un mot espace résilient qui s'applique à plusieurs choses, mais ces espaces-là peuvent avoir chacun leurs caractéristiques. Donc, l'espace Place Fleur de Macadam, c'est un Water Square qui a été ouvert au printemps-été 2022. C'est une conception de NIP paysage, plans et devis par EXP.
C'est un projet sur lequel j'ai participé à la conception dans l'arrondissement Mont-Royal, puis un budget de 2,2 millions de dollars. Il est situé entre les rues Mantana et Boyer. C'est sur l'avenue Mont-Royal qui est plus souvent qu'autrement piétonnière maintenant durant la saison estivale. Donc, réponse à lieu de fréquentation intéressant dans mes commentaires précédents sur où sont les beaux endroits pour un espace résilient. En plus de ça, cette place-là était un ancien site de station-service. Donc, il y a eu des travaux de décontamination qui ont eu lieu auparavant. Puis le remblai de ce site-là s'est fait avec un sable. Donc, la capacité d'infiltration de l'eau de ruissellement pluvial de ce site-là était grande, étant donné que le sable est assez perméable. Puis le remblai de ce site-là s'est fait sur une épaisseur d'un peu plus de 3 mètres. Donc, on a un grand volume de sable qui peut capter beaucoup d'eau. Ensuite, c'est Mont-Royal, c'est quand même un lieu ben, le plateau Mont-Royal, c'est quand même un lieu de densité urbaine intéressant où ça pouvait être approprié de faire une gestion de l'eau. Puis ensuite, il y a le réseau d'égouts combinés, qui est chaque volume qu'on n'enverra pas à ce réseau d'égouts combinés-là est un volume intéressant pour éviter des débordements. Donc, la place Fleur de Macadam, elle a été élargie un peu par rapport aux rues Mentana et Boyer. Ici, on a élargi la place durant la conception pour rétrécir un peu les rues Mentana et Boyer. Les rues Mentana et Boyer ont été retransformées pour faire un devers vers la place Fleur de Macadam afin qu'elles puissent gérer les eaux de ces rues-là adjacentes, ce qui fait partie du concept espace résilient parce qu'on veut gérer l'eau des espaces environnement et non de seulement l'endroit où on fait des travaux ou l'endroit euh, qui est le périmètre, disons, du cadastre mobilier du site. Donc, on va au-delà de ces zones-là pour intercepter l'eau et en faire la gestion. Il y a des entrées en abaissement de bordure qui amènent l'eau de ces rues-là dans la biorétention qui est située au bas. On a la place centrale qui a des bancs, des brumisateurs, et cette place-là est faite en contrebas au centre pour accumuler l'eau aussi. Par rapport à l'avenue Mont-Royal, on a des petits butons qui créent un espace convivial et d'une chaleurosité de l'emplacement. Donc, la gestion de l'eau, on la fait, comme j'ai dit, par les devers des rues Mantena et Boyer qui vont dans la biorétention ici. La place centrale est faite en contrebas par rapport à tout l'espace minéral qui est construit. Il y a un puisard qui est placé au bas de la place centrale, puis cette place-là peut accumuler de l'eau. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on voit que les citoyens comprennent qu'il y a une gestion de l'eau dans ce parc-là. Il y a de l'éducation qui est faite à travers des pancartes là, pour laisser comprendre qu'est-ce qui se passe selon quelle récurrence de pluie. Donc, on a une petite pluie de récurrence de 5 à 10 ans va avoir de l'accumulation visible là, sur la place centrale seulement. Sur un peu plus de 10 ans jusqu'à 25 ans, on a une accumulation plus large jusqu'à 200 mm et plus. Il y a des lignes naturelles, une bordure de granit avec des gravures dans le béton qui sont faites pour indiquer les niveaux d'accumulation d'eau, à quel type de pluie ça peut correspondre. Puis on a, exemple, sur une pluie 100 ans, une accumulation significative, voire de l'eau de surface qu'on voit dans les biorétentions pour la gestion de l'eau. Puis à la place Fleur de Macadam, la caractéristique du site, comme j'ai dit, il y a une bonne infiltration. Donc, on a été capable de faire un design qui promet d'infiltrer les eaux centenaires, c'est-à-dire une pluie qui tombe une fois dans 100 ans. Cette intensité de pluie-là, elle va tout aller sur les périmètres, incluant Boyer et Montana, va tout aller dans la substrat de biorétention en vue de s'infiltrer dans le sol ou d'être évapotranspiré par les plantations. Donc, ça, c'est une de ces caractéristiques intéressantes là, de la place Fleur de Macadam.
au niveau technique, même si on n'ira pas si technique que ça, on a les espaces d'entrée dans la place. Donc, pour la captation des eaux, Montana et Boyer, c'est des entrées dans les biorétentions avec un ouvrage de pré-traitement. Puis, la place centrale a un puiseur qui s'en va vers un régulateur de débit, vers un autre puiseur dans le fond de la biorétention. Puis, nous avons placé un drain perforé qui sert seulement à la diffusion de l'eau dans l'ensemble de la biorétention. Et à l'ultime, on a quand même un branchement vers le réseau d'égout, mais le puiseur est surélevé. Puis c'est à partir justement de la pluie sans temps qu'il peut y avoir un débordement vers le puiseur et vers un régulateur de débit, parce qu'on va être régulé quand même, puis vers l'égout combiné. On a un autre débordement naturel qui est le point bas ici là, de l'avenue Montana. L'eau, en s'accumulant, pourrait tout simplement ressortir par la rue Montana, puis descendre la pente vers le sud là, naturelle là, de la rue Montana. Donc, comme je disais, à droite, on a la place centrale se draine vers un regard de régulation de débit, puis vers un puiseur qui effectue la diffusion de l'eau qui vient de la place centrale. Dans le regard de régulation de débit, on a une flotte. Puis si on a seulement par temps sec les brumisateurs qui amènent un petit débit d'eau inférieur à 1,5 litres seconde, tout se passe bien, ça s'en va vers la biorétention sans accumulation d'eau. Puis si on a le début d'une pluie qui crée un débit supérieur à 1,5 litres seconde, la flotte s'accumule sur une petite accumulation d'eau, les brumisateurs s'éteignent, puis on a seulement la gestion de l'eau, puis un début d'accumulation d'eau dans la place centrale. Les résultats, il y a eu une pluie le 16 juin 2022 qui correspondait à une pluie de récurrence 8 ans, donc 51 millimètres de pluie. Puis la place Fleur de Macadam a infiltré toutes les eaux. Moi, je suis allé le lendemain de la pluie, là, le matin, donc 12 heures plus tard. Puis toute la place était déjà sèche. Il y a eu une autre pluie qui correspond environ à une récurrence de 40 ans qui est tombée le 13 juillet 2023. Puis encore là, la place Fleur de Macadam a bien réagi. Elle a infiltré toutes les eaux, puis elle s'était séchée dans les 24 à 48 heures suivant l'événement de pluie. La place de Fleur de Macadam, au total, elle va infiltrer sur la pluie 100 ans 120 mètres cubes d'eau. Donc, c'est 120 mètres cubes d'eau qui ne se ramassent pas à l'égout combiné, qui participent au non-débordement là, de l'égout combiné. Ben, il peut y avoir des débordements, mais avec l'accumulation de projets comme Fleur de Macadam ou d'autres espaces résilients, les saillies drainantes là, que la Ville de Montréal met en place de plus en plus, ben, c'est comme ça qu'on va travailler à réduire les volumes d'eau qui s'en vont vers l'égout combiné, puis à réduire les débordements. C'est la somme d'ensemble de projets comme ça qui va faire la différence. En novembre 2022, la Ville de Montréal a fait un test technique en faisant écouler des bornes fontaines sur la place de Macadam afin de calculer les quantités d'eau qui vont vers la place de Fleur Macadam, puis la réaction et le temps de réaction pour l'infiltration ou voir s'il y a des débordements. Il y a jusqu'à près de 130 mètres cubes qui ont été amenés vers la place Fleur de Macadam, puis on a 3 mètres cubes qui ont été rejetés à l'égout. Donc, ça correspond à un équivalent de pluie 100 ans, puis 97 des eaux ont été infiltrées. Ça a été mené par l'INRS et la Ville de Montréal. Fleur de Macadam en photo. Donc, on a les brumisateurs à la place centrale avec une œuvre d'art au-dessus, faite en nuage qui rappelle la gestion de l'eau. Les brumisateurs, c'est assez populaire l'été. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent la place Fleur de Macadam. Donc, espace résilient, ça fait une gestion de l'eau, mais les gens profitent vraiment beaucoup de cet espace-là. Il y a des bancs tout le tour de la place centrale. Puis, euh, ça, c'est un aspect de la biorétention avec de la pierre de rivière en surface pour diminuer l'érosion. L'hiver, on a un changement de l'œuvre d'art, puis il y a
une impression de fil incandescent avec une luminosité chaleureuse. Donc, encore là, ça a moins de lien avec la gestion de l'eau, mais ça fait une ambiance chaleureuse quand on est là l'hiver. Ça reste une place publique pour les usagers. Donc, en action, des photos, ici, on a l'ouvrage de pré-traitement qui est dans le fond seulement une cuve de béton qui va réussir à recueillir les premiers gravillons ou les particules un peu sableuses qui peuvent être sur la rue, qui vont faciliter le nettoyage avant que ça transite en surface vers la biorétention puis la pierre de rivière. Un exemple d'accumulation d'eau de surface et de l'accumulation dans la biorétention. J'ai même une petite vidéo à vous présenter si ça fonctionne. Donc, play. Donc, c'est un écoulement de la rue Montana vers le premier ouvrage de pré-traitement, comme je disais, qui peut intercepter les premiers gravillons, les particules grossières pour euh, éviter tout colmatage de la biorétention. Puis, par la suite, ça s'en va vers la pierre de rivière qui est en surface de la biorétention. Il y a, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, il y a des gens qui ont quand même partagé leur interprétation de la gestion de l'eau sur la place Fleur de Macadam, puis sur Twitter, puis ça fait quand même un moussage là, de la place, puis ça la rend pertinente de donner la gestion de l'eau avec l'espace résilient. Donc, site Outremont, le 1000 Montréal. Je voulais montrer relativement rapidement parce que le temps passe, mais les parcs Pierre Dansereau, Dicky Moore et le parc Raymond Levasseur qui est en conception, qui ont chacune des caractéristiques de parcs résilients différents. Donc, ce périmètre-là est un périmètre qui a été construit pour être LEED AQ, qui est pour un quartier actif. Puis, les parcs ont été faits en co-design avec la population pour voir leurs besoins, puis faire participer la population à des ateliers de conception. Puis, c'est sur un ancien site de gare de triage d'Outremont qui appartenait au CP. Donc, Dikimor, pour faire la carte en orange, c'est environ le site de l'ancienne gare de triage avec les parcs Dikimor, Pierre Dansereau et Irma Levasseur en conception, qui ont chacun leurs caractéristiques. Puis il y a aussi un parc, pas un parc, un espace de gestion d'eau qui s'appelle P1 ici, qui est un espace de gestion d'eau traditionnel, c'est-à-dire un bassin à ciel ouvert qui agit par débordement, qui est ceinturé de clôture, qui fait l'exemple contraire des parcs résilients parce que les gens n'ont pas accès à cet espace-là. Ça ne veut pas dire que c'est si mauvais que ça, mais c'est juste que ce site-là nous présente plusieurs cas types là, de gestion de l'eau parce que c'est un endroit où l'égout combiné est quand même déjà surchargé. Donc, c'est établi que c'est un débit très restreint qui doit être envoyé à l'égout combiné. On parle de 10 litres par seconde par hectare. Donc, le plan directeur a été fait en sorte que les parcs devaient participer à la gestion de l'eau. Ici, on a le parc Pierre Dansereau qui devait faire une rétention des eaux adjacentes de l'Épée, Curbs et le parc Alice Girard qui devait faire une gestion de l'eau aussi, entre autres de Thérèse Lavoie. Puis ici, on a le parc Irma Levasseur en conception. Puis le parc P1, l'espace P1 est situé un peu plus à gauche ici. Puis tous ces volumes-là, c'est établi en planification. C'était Pierre Dansereau, 630 mètres cubes, Irma Levasseur, 2350 mètres cubes, le bassin P1, 760 mètres cubes, puis Alice Girard, 1000 mètres cubes.
Alice Girard, son exemple de parc résilient, c'est que oui, la rétention est faite dans la place Alice Girard, mais elle est faite en conduite d'égout souterraine en dessous de la place Alice Girard. Donc, ça participe. Les gens ne sont pas nécessairement conscients que la place participe à la résilience du réseau d'égouts, mais c'est un exemple. Donc, l'espace est utilisé pour les citoyens et la gestion de l'eau, mais la gestion de l'eau n'est pas présentée aux citoyens. On a l'espace P1 où est-ce que la gestion de l'eau est faite en surface, que ce n'est pas accessible aux citoyens. Puis, les parcs Pierre Dansereau, c'est le prochain qu'on regarde plus en détail. Donc, c'est 7000 mètres carrés pour le parc Pierre Dansereau, un budget de 7,2 millions de dollars. EXP a fait les plans et devis du parc Pierre Dansereau, puis on a terminé, ça a été terminé en 2020. Le parc Pierre Dansereau, son intérêt dans le parc résilient, c'est qu'il va participer à la gestion des eaux des rues adjacentes. Il va capter la rue de l'Épée, la rue Curbs. Puis, c'est ça, il y a des puisards qui sont assis dans cet emplacement-là qui sont dirigés vers le parc. C'est dirigé surtout en conduite souterraine. Si on fait la différence avec Fleur de Macadam, qui est un ruissellement surtout de surface. Donc, si on dirige ça par l'écoulement en canalisation souterraine, c'est par débordement que se produisent les accumulations d'eau dans le parc. Ça, c'est l'exemple de la pluie 25 ans qui s'accumule dans le parc. Mais on a aussi une biorétention qui est relativement peu végétalisée, là, sauf erreur, mais participe à l'infiltration. Cette biorétention-là est munie d'un drain français qui est connecté à l'égout. Donc, c'est intéressant, on a le volume de rétention, on a un potentiel d'infiltration, mais au bout disons, de quelques heures, le chemin le plus facile pour l'eau, ça peut être quand même de retourner à l'égout. Donc, c'est ça. Si on résumait Pierre Dansereau, son avantage de parc résilient, c'est qu'il communique à la gestion de l'eau aux citoyens. Il participe à un peu d'infiltration, mais pas à pleine capacité. Puis, c'est ça. Comparativement, exemple, à Fleur de Macadam qui fait participation de la gestion de l'eau devant les citoyens et infiltration en grande majeure partie. Des photos du parc Pierre Dansereau, on a des treillis métalliques qui servent de pont au-dessus d'une rétention des eaux pluviales visibles en accumulation. Le prochain parc, c'est le parc d'Ikimore que je voulais adresser. C'est un parc qui va faire la gestion d'eau de la rue de l'Épée. Donc, il y a un caniveau sur le bord de la rue de l'Épée qui amène l'eau vers le parc. Il y a une rétention d'eau avec un régulateur de débit. L'eau s'accumule dans une biorétention, mais elle aussi, elle est canalisée avant d'avoir des potentiels de débordement dans les ouvrages de rétention de surface. Donc, notre exemple de parc résilient, son avantage, c'est on a la visibilité de la gestion de l'eau devant les citoyens. On a un peu de potentiel d'infiltration, mais ce n'est pas sa force principale puisque l'eau est en premier lieu canalisée puis déborde dans les biorétentions. Puis, on a la gestion de l'eau d'un plus grand périmètre que le périmètre strict du parc. Donc, un autre type de parc. Son volume est de 70 mètres cubes de rétention sur la pluie 25 ans avec un rejet de 17 litres secondes. Ça, c'est l'ouvrage de biorétention. Si je fais une parenthèse, je dis souvent biorétention. Quand on dit biorétention, c'est un espace qui est situé en point bas, qui est construit avec un matériau drainant qui va avoir un potentiel à accumuler de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de vide dans le volume de ce substrat-là qui est posé, mais ce n'est pas nécessairement un substrat qui est uniquement sableux ou graveleux. Il contient
du terreau qui va alimenter les plantes. Les plantes vont participer à l'infiltration juste avec le déplacement, le vent, puis l'évapotranspiration des plantes va participer à l'effet global de la gestion de l'eau de cet ouvrage-là. Puis, s'il y a des opportunités sur les sols existants en place, ben, il y a de l'infiltration qui est créée. Le parc Dicky-Moore en photo. À ce moment-ci, je voulais vous parler un peu du parc Irma Levasseur qui est en conception parce qu'il y a des caractéristiques intéressantes dans sa façon d'être un espace résilient de gestion d'eau. Ces caractéristiques, c'est euh, un espace qui est partagé avec une école qui doit accumuler, qui doit gérer les eaux de l'école. L'espace de parc lui-même va être un espace de parc-école. Donc, la cour d'école est aussi le parc. Donc, quand j'essayais de vous dire que la gestion de l'eau par l'espace résilient, c'est de dupliquer les usages des espaces entre gestion de l'eau et usage des citoyens. Mais là, on a de multiples usages pour ce parc futur-là, en plus d'une gestion de l'eau qui va jusqu'à 2350 mètres cubes. Donc, ça, c'est l'accumulation des eaux de forte pluie, là, 25 ans et plus, qui n'entre pas dans le réseau d'égouts combinés, qui est déjà à pleine capacité dû à de la régulation de débit. Donc, ça ruisselle en surface. Ça emprunte les réseaux, les caniveaux qui sont construits sur la rue Wiseman, entre autres. Puis, ça fait un effet de débordement. Le parc sert de tampon. Si on continue, on a l'école, la portion parc-école, donc des terrains multisports avec des espaces de jeu, puis une plaine gazonnée avec la gestion de l'eau des rues Dollard et Wiseman à proximité. Puis, on a l'entrée d'eau qui va se faire par un espace de type biorétention en dessous d'un d'un chemin de bois qui va être construit pour que les gens puissent apprécier et voir la gestion de l'eau. Donc, cet espace-là du parc Irma-Levasseur va être excavé en partie pour en faire un point bas. Comme je mentionnais dans mes points, un point bas, ça facilite la gestion de l'eau. On va avoir beaucoup de ruissellement de surface qui va s'intégrer au parc. Puis on va avoir des accumulations d'eau jusqu'à 600 mm d'eau quand on compare aux points les plus bas. Puis on va obtenir un volume, là, quand je disais 2350 mètres cubes, c'est la gestion des eaux de l'extérieur du parc, mais quand on additionne avec l'eau du parc lui-même, puis de l'école, puis des rues adjacentes, on se trouve à être jusqu'à 2373 mètres cubes de rétention potentielle. Je rappelle que c'est un parc en conception, mais on va faire des aménagements qui vont idéalement favoriser l'infiltration, mais le site comme tel, à ce jour, sur les résultats géotechniques, ne promet pas d'infiltrer une si grande partie de son eau là, comparativement à la place de fleur de macadam qui infiltre les eaux sans temps. On sera pas à ce niveau-là avec le parc Irma Levasseur, mais en contrepartie, il y a un immense volume d'eau qui va être géré sur les rues avoisinantes. Donc, ça fait les différences là, entre divers parcs résilients. Donc, en résumé, je voulais, à travers cette présentation, vous montrer différents exemples de parcs résilients, voir pourquoi on fait des parcs résilients, puis en quoi l'implantation de parcs résilients peuvent aider la gestion de l'eau dans les projets, puis maximiser les budgets pour un projet pour donner et la gestion de l'eau de manière technique et un espace pour les usagers. On a, lorsque les gens sont en contact avec la gestion de l'eau, c'est une valeur ajoutée pour les gens. Puis, il y a eu peut-être eu des réticences il y a des dizaines d'années sur ce type d'espace-là, mais
les gens apprécient de voir la gestion de l'eau. Puis lorsqu'il tombe une pluie 25 ans, les gens n'ont pas nécessairement le goût d'aller jouer au basketball. Donc, cet espace-là peut être utilisé pour la gestion de volume d'eau de manière temporaire. Ça maximise les espaces, puis ça répond à un objectif de réduire la pression sur les réseaux, puis de réduire les débordements quand on est dans une ville d'égout combinée comme Montréal, tout en plus de recharger la nappe phréatique. Donc, c'est déjà tout pour ma présentation. De la gestion de l'eau par l'espace résilient que j'aime faire dans le cadre de mon travail, puis en participation avec les architectes du paysage. Puis, c'est ça, on avait différents types de parcs résilients à vous montrer. Puis, j'espère que vous allez avoir l'occasion d'en proposer dans vos projets ou d'apprécier ceux que vous voyez quand vous promenez là, dans les rues des différentes villes qui en contiennent. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation. Nous avons 4 questions dans le chat et une personne a levé la main. Donc, je vais vous mentionner les questions. Geneviève Michon demande, est-ce que l'eau des brumisateurs est de l'eau potable? Oui, l'eau des brumisateurs de la place de Fleurs de Macadam provient du réseau d'aqueduc d'eau potable. Ça ne veut pas dire que je vous encourage à en boire, mais c'était un souci que, puisque les gens ont accès à cet espace-là, là, que les brumisateurs soient de l'eau potable. Dans le cours du développement, là, en pré-projet, on avait réfléchi à réutiliser l'eau de la biorétention pour la mettre dans un réservoir qui serait utilisé pour un pompage et la diffusion en brumisateur. Mais il y avait des enjeux de santé qui devaient être adressés. Il fallait une chloraison, puis il fallait vérifier la qualité de l'eau 3 fois par jour. Donc, ça devenait quelque chose d'assez exigeant pour assurer un recyclage de l'eau de cette manière-là. En contrepartie, l'eau des brumisateurs est infiltrée là, dans le sol. Il n'est pas rejeté à l'égout. OK. Donc, la prochaine question, c'est de Andrew Senta. L'eau qui est brumissée lors des périodes sèches à la place de fleurs de macadam se trouve-t-elle à être de l'eau pluviale? Y a-t-il un contrôle qualitatif qui est fait? Oui, c'est ça. Ben, c'est le même esprit de la question, ou du moins c'est la Oui. même réponse que Mhm. j'en fais, mais c'est ça. Ça a vraiment été analysé de faire un réservoir souterrain qui aurait accaparé une partie de l'eau pluviale en vue de la réutiliser en diffusion pour les brumisateurs. Mais c'est ça, avec les 3 tests nécessaires pour la qualité de l'eau par jour, là, on était rendu à mettre un petit bâtiment pour accueillir les techniciens qui feraient 3 tests par jour. Puis, c'est pas une place qui est si grande que ça. Donc, le petit bâtiment aurait été trop prédominant dans la place publique pour l'espace qu'on avait, puis l'intérêt final de la réutilisation de l'eau pour les brumisateurs. Mhm. Et bon, Jacques Duval demande, est-ce que les propriétaires riverains ont eu des problèmes d'infiltration dans les sous-sols? Mais si on parle, exemple, de la place Fleur de Macadam, il y a des propriétés au sud de la place. Donc, on a voulu se dégager de 4 à 5 mètres avant de faire un ouvrage de biorétention de ces propriétés-là. Puis, dans le cadre du projet, on a mis une membrane imperméable sur la façade sud de la biorétention pour inciter les eaux à percoler verticalement dans le sol et non horizontalement vers les bâtiments, puis leur causer des soucis. Puis Mhm. c'est comme ça dans tous les projets, on essaye d'être à... la réglementation de la Ville de Montréal est faite pour être dégagée de 4 à 5 mètres des bâtiments.
avant de faire un ouvrage d'infiltration. C'est comme ça qu'on fonctionne. Génial. Nous avons plusieurs questions dans le chat, donc peut-être on va choisir entre eux. Vous voyez les questions, Alexandre? Oui, je peux les voir. Je ne les ai pas ouverts à l'heure actuelle. Mhm. Mais Qu'est-ce que le rapport d'études de géotechnique devrait dire pour être favorable? Ce qui est intéressant d'obtenir pour une infiltration, c'est de l'ordre de 15 mm/h. Donc, on a un appareil qui peut être un perméamètre de Guelph ou d'autres méthodes, où est-ce qu'on va mesurer l'infiltration sur un tube, puis par le temps, puis on essaie d'avoir une lame d'eau, donc 15 mm/h, puis on veut que ça, 15 mm, puis on détermine que ça s'est infiltré en 1 heure. Ou il y a un prorata du calcul qui est fait. Puis à partir de 15 mm/h, normalement, le site peut assez bien se drainer, là. Exemple, à Fleur de Macadam, j'ai mis plusieurs facteurs de sécurité, mais j'étais à 8 litres seconde, là. Donc, vu que c'était très sableux, un sable, pour vous donner un exemple, si c'est vraiment un bac à sable, ça peut aller jusqu'à 120 mm/h. Mais quand on a un silt argileux, ben, des fois, on a comme 1, 2 mm/h. Donc là, ça devient plus difficile d'infiltrer la majeure partie de l'eau et il faut en rejeter une partie à l'égout. J'ai peut-être manqué d'informations, mais quel type de pré-traitement ont été faits pour le parc Pierre Dansereau et Dickey-Moore? Ben, ces deux parcs-là, l'eau des rues adjacentes est captée par caniveau, envoyée dans le système d'égout. C'est lorsque le système d'égout percute le régulateur de débit qui restreint le débit que tout l'eau déborde en surface et dans les biorétentions. Donc, le pré-traitement se fait, dans le fond, les sédiments ou les sédiments grossiers vont rester dans le système d'égout qui va être à nettoyer à chaque année, puis vont moins avoir tendance à aller dans les biorétentions puisque c'est par débordement. Quelle est la durée de vie d'un tel espace et quelles mesures de suivi de performance et d'entretien des infrastructures sur la durée de vie? C'est une bonne question. Je ne suis pas préparé à cette question-là, mais la durée de vie est assez intéressante. Dans le fond, la seule chose qu'il faut vérifier, c'est que les plantations survivent pour participer à l'évapotranspiration, puis qu'il n'y ait pas un colmatage par des sédiments et particules fines du substrat. Advenant que le colmatage est observé, ben, il y a un nettoyage ou un grattage de la première couche de surface qui peut être entrepris. Quand on fait des drains de diffusion comme à Fleur de Macadam, on a des petites trappes d'accès pour passer une buse de nettoyage au besoin. Donc, ça ressemble à ça. L'entretien, il faut retirer les débris, s'assurer qu'il y ait le moins de particules fines qui se ramassent en surface de l'ouvrage. Si c'est le cas, les nettoyer, l'enlever, puis s'assurer de la survie des plantes, là. Puis c'est là que la collaboration avec les architectes du paysage puis les autres intervenants là, est vraiment importante. Donc, comment euh, comment on assure la qualité de l'eau des buses, des brumisateurs qui sont sur le sol et qui captent sûrement les résidus programme d'entretien? Donc, dans le fond, la qualité de l'eau des brumisateurs, lorsqu'elle sort, ça vient du réseau d'aqueduc. Donc, on a une qualité potable. Puis lorsqu'elle tombe sur le sol, vu que c'est des brumisateurs, c'est des petits débits, ça sera pas, eux, ils ne vont pas lessiver ça ne sera pas vraiment un gros, ils ne lessiveront pas nécessairement les sables, les graviers qui vont être sur le sol, mais lors d'une forte pluie, dans le fond, on a l'ouvrage de pré-traitement qui va contenir les premiers débris. Puis, si on place par la place centrale de flanc de macadam, le puisard, lui, il y a une surprofondeur. Donc, nettoyer le fond du puisard, ça peut être la première activité là, par rapport au pré-traitement. Est-ce qu'il y a des exemples réussis d'espaces résilients sur la rive sud
de Montréal et est-ce qu'il y en a un qui a été fait dans des quartiers industriels? Sur la rive sud de Montréal, oui, il y en a. Il y a le Mountain Co-op Equipment sur le boulevard Tachereau qui a une noue de biorétention au centre. Les stationnements se déversent vers la noue de biorétention au centre, puis la gestion de l'eau est effectuée de cette manière-là. Puis, on a le marché central de Longueuil aussi qui a une grande gestion de l'eau par des espaces verts, de la biorétention, puis un cycle de l'eau. Je me Puis, permets d'interrompre pour vous inviter aussi à poser vos questions en levant la main, si vous voulez. Il y a cette option aussi. Pardon, continue. ouais, parfait. Pour les espaces d'accumulation accessibles au public, est-ce que la hauteur d'eau dans les cellules de rétention a été un critère de conception? Quelle est la hauteur maximale considérée comme acceptable? Si on parle de place Fleur de Macadam, au centre, on s'est limité à 300 mm d'eau parce qu'avec les brumisateurs, ça ressemble à la thématique jeu d'eau. Donc, si on allait au-dessus de 300 mm dans ce cas précis-là, euh, euh, il y avait, ben, à ce moment-ci, les discussions pourront évoluer pour d'autres projets, mais au moment de conception de ce projet-là, il était jugé que ça rentrait dans la réglementation ou le département des piscines, puis il aurait fallu un lifeguard. Mais dans la biorétention elle-même, pour Fleur de Macadam, c'est 300 mm. Et pour Pierre Dansereau, puis le futur Irma Levasseur, on va aller un petit peu plus là, jusqu'à 600 mm d'eau quand on calcule à partir des parties les plus basses. Donc, passer 600 mm d'eau, ça peut être quand même plus difficile. Il faut penser que c'est de la plantation, puis il faut des plantes qui vont survivre et à une inondation et à une période de sécheresse par la suite s'il y a une lacune de pluie pendant plusieurs jours. Visuellement, ça semble des endroits, somme toute, minéralisés. Ce sont des commentaires que j'ai entendus, particulièrement d'Eki Moore. Qu'en est-il au niveau de la gestion d'îlots de chaleur dans ces parcs? La température est-elle plus basse? Y a-t-il de la place pour plus d'arbres? La plupart des exemples que j'ai proposés dans mon webinaire, c'est des exemples assez récents. Là. On parle de 2018, 2022, 2000. Donc, les arbres n'ont pas pris une maturité significative là, pour dire qu'il y a une lutte aux îlots de chaleur pour ces espaces-là. Quand on dit espace minéralisé, il y a le multiple usage. Si on parle de terrain multisport ou si on parle d'une place comme Fleur de Macadam, il était, il était jugé on devait avoir minimalement 40 d'espace vert. Donc, on l'a atteint, mais ça reste une place où les gens doivent avoir accès. Puis, sur un espace restreint d'un milieu dense, si on offre que des surfaces gazonnées ou vertes aux gens, c'est moins d'espace pour qu'ils l'utilisent, mais c'est aussi le piétinement va nuire à la pérennité là, des espaces verts. Donc, pour avoir plus de verre, ça prend plus d'espace, mais si on regarde futur Irma Levasseur, on va avoir une immense plaine gazonnée verte en plus des diverses biorétentions qu'il va y avoir un peu partout. Donc là, peut-être que ça sera le bon exemple là, pour voir la version inverse d'un espace beaucoup plus vert. Nous avons une personne qui veut faire une question live. Mhm, Donc, Wafa Nouara, vous pouvez parler maintenant. Est-ce que vous m'entendez? mhm. Oui. Allô? Oui. Moi, j'ai deux questions en fait. La première, c'est par rapport comme l'utilisation de ces parcs résilients, de ces ouvrages résilients. Est-ce que ça vient pas encore empirer? Parce que nous, en fait, dans les parcs, il faut qu'on gère déjà toutes les surfaces imperméables, les chalets, les sentiers, les plateaux sportifs et tout ça. En plus de ça, on vient
quand j'ai vu dans certaines présentations, vous gérez aussi l'eau de certaines rues aux alentours. Donc, ça ne vient pas augmenter la capacité de rétention de ce parc-là. Puis, ce n'est pas toujours possible selon les qualités de sol et tout ça. Ça, c'est la première question. L'autre question par rapport aux coûts. Les coûts de construction, d'entretien, est-ce que c'est comparativement à une autre méthode ou une autre stratégie, est-ce que c'est plus élevé? Est-ce que c'est similaire? Est-ce que vous avez une idée? Oui, Merci. donc ma première question, dans le fond, oui, ça va augmenter un peu le volume d'eau si on prend les rues adjacentes, mais c'est pour la bonne cause. Puis si on parle d'une ville comme Montréal, ils ont maintenant établi une subvention pour le nombre de mètres cubes d'eau qui serait retenu de façon permanente ou temporaire dans un espace de parc va être sujet à une subvention par mètre cube de la part de la Ville de Montréal puis du ministère de l'Environnement. Donc, il y a un petit intérêt à le faire dans ce sens-là. Puis, si on parle de d'autres villes, c'est vraiment pas. Euh, Ils vont peut-être suivre le pas d'un exemple comme la Ville de Montréal. Ça fait seulement que, je crois, 1 à 2 ans là, que cette subvention-là existe. Ce qui m'a fait perdre la deuxième question. Pouvez-vous la répéter? En fait, c'est pour les coûts de construction, d'entretien par Oui. rapport à d'autres types de J'avais des stratégies. exemples pour J'avais un exemple pour Pierre Dansereau, je crois qu'il non, pas Pierre Dansereau, mais bref, j'avais un exemple qui disait si on a besoin pour les estimations d'ingénierie d'un bassin de rétention évalué à 2 millions de dollars pour la gestion de l'eau, puis de l'autre côté, on a besoin d'un parc pour certaines fonctions qui est évalué à 2 millions de dollars, faire l'un dans l'autre, il y a vraiment une économie d'échelle qui fait que l'ensemble des deux ouvrages coûtera à peine 3 millions, là. C'est vu que des surfaces vont avoir la double utilité. Mhm. Tu vas construire le terrain de sport dans tous les cas dans ton parc, puis tu vas construire le bassin de rétention dans tous les cas. Mais le terrain de sport, il peut être utilisé 95 du temps, puis 5 du temps, on a besoin de remplir un bassin, donc on remplit le terrain de sport. Donc, c'est là qu'on va voir l'économie d'échelle. OK, merci.